Imaginez un peu. Il y a longtemps, bien avant l'histoire écrite, des extraterrestres auraient foulé le sol de notre planète. Cette hypothèse, chère aux partisans des théories des anciens astronautes, soutient que des entités intelligentes venues d'ailleurs auraient établi un contact avec l'humanité à une époque reculée. Et ce n'est pas tout. Ces visiteurs auraient grandement influencé nos cultures, nos religions, nos avancées technologiques, et peut-être même notre évolution. Quant aux figures divines présentes dans de nombreuses traditions, selon ces théoriciens, elles seraient en réalité des extraterrestres dotés de technologies avancées, perçus comme des dieux par ces cultures émergentes. Et que dire des pyramides, de Stonehenge ou encore des statues de l'île de Pâques? Ces monuments témoigneraient également de l'intervention d'extraterrestres. Les défenseurs de ces théories avancent souvent que l'humanité serait soit une création directe, soit la descendance de ces extraterrestres. Ces derniers seraient, selon eux, descendus des cieux pour initier le développement de notre civilisation. Afin d'appuyer leurs idées, ces adeptes mettent en avant ce qu'ils qualifient d'artefacts hors contexte. Des œuvres d'art anciennes, des récits mythologiques, ou encore des découvertes archéologiques insolites, interprétées comme des preuves de contact extraterrestre. Les spécialistes traditionnels, historiens et archéologues proposent toutefois des explications rationnelles et fondées pour ces phénomènes. Toutefois, les partisans des anciens astronautes rejettent ces explications, affirmant que les zones d'ombre de notre passé et ces énigmes non élucidées sont autant d'indices d'intervention extraterrestre. Alors, pourquoi ne pas prêter attention à leurs arguments? Parmi les figures emblématiques de cette mouvance, on trouve Erich von Däniken, auteur de l'ouvrage pseudo-scientifique controversé « Présence des extraterrestres ». Il a popularisé l'idée selon laquelle de nombreuses divinités de l'Antiquité seraient en réalité des aliens. Plus controversé encore, il a laissé entendre que ces êtres étaient de peau claire et d'apparence aryenne, soulevant des critiques véhémentes. Cela dit, la théorie des anciens astronautes ne débute pas avec von Däniken. Elle trouve ses racines à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, notamment dans des œuvres de science-fiction telles que Edison à la conquête de Mars ou les récits de Lovecraft. Ce concept a gagné en popularité dans les années 50, s'est amplifié durant la course à l'espace des années 60 et est devenu un phénomène culturel mondial. Bien que les travaux de von Däniken aient été largement discrédités dès les années 70, son influence persiste dans certains cercles marginaux. Étonnamment, même certains scientifiques contemporains admettent que l'idée d'une visite extraterrestre dans le passé n'est pas totalement invraisemblable. Toutefois, ils insistent sur le fait qu'elle est superflue. Selon eux, les prétendus mystères de l'histoire trouvent des réponses claires dans la science, l'archéologie et l'ingéniosité humaine, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir de petits hommes verts. Les partisans des anciens astronautes, eux, se tournent fréquemment vers les textes religieux pour y voir des preuves d'intervention extraterrestre. Par exemple, ils interprètent le mythe sumérien des Anunnaki comme le récit d'aliens, venus extraire de l'or sur Terre, et ayant créé les humains pour en faire leurs esclaves. Dans la mythologie hindoue, les Vimana, des véhicules volants, seraient en réalité, selon eux, des engins spatiaux antiques. Mais alors, ces visiteurs d'autres mondes ont-ils réellement côtoyé nos ancêtres? Certaines personnes en sont convaincues, allant jusqu'à voir dans la Bible des indices de ces rencontres. Dans le livre de la Genèse, par exemple, il est question des fils de Dieu qui auraient épousé les filles des hommes, donnant naissance à une descendance appelée les Néphilim, parfois décrits comme des géants. Si une lecture traditionnelle de ce passage y voit simplement une référence aux différentes lignées humaines, certains théoriciens et partisans des anciens astronautes avancent qu'il s'agirait plutôt d'extraterrestres s'étant unis à des humains pour donner naissance à des hybrides mi-hommes, mi-aliens. Dans la Bible anglaise du roi Jacques, le terme Néphilim est même traduit par géant. Dans le livre d'Enoch, qui enrichit les récits de la Genèse, il est mentionné que 200 anges, appelés veilleurs, descendirent sur terre, s'unirent aux humains et leur enseignèrent divers savoirs, tels que la métallurgie, la magie et l'astrologie. Ayant transgressé la loi divine, ces anges furent emprisonnés et Dieu envoya le déluge, l'épisode de l'arche de Noé, pour anéantir les Néphilim ainsi que les humains initiés à ces connaissances interdites. Selon les adeptes de la théorie des anciens astronautes,
Ce récit évoquerait des extraterrestres initialement chargés d'observer l'humanité, mais qui auraient enfreint les règles en interférant directement. Leur progéniture serait les fameux Néphilim, décrits comme des géants mi-humains, mi-extraterrestres. Certains avancent même que les ovnis modernes transporteraient ces anges déchus ou leurs descendants, toujours présents sur notre planète. Dans le livre d'Ézéchiel, le prophète relate une vision saisissante. Un immense nuage embrasé, accompagné de créatures étranges et de routes brillantes comme des joyaux. Ces êtres, dotés de 4 visages, d'ailes et de jambes resplendissantes comme le bronze, se déplaçaient à l'aide de roues, couvertes d'yeux, capables d'aller dans toutes les directions sans pivoter. Une description qui, selon les partisans des anciens astronautes, pourrait correspondre à un vaisseau spatial piloté par des entités extraterrestres. Cette hypothèse, popularisée dans les années 50, continue de captiver les adeptes. Certains théoriciens soutiennent également que l'Arche de l'Alliance, le coffre sacré contenant les 10 commandements, aurait pu être une technologie extraterrestre sophistiquée. De même, des objets comme l'Urim et le Tumim, utilisés pour communiquer avec le divin, seraient des dispositifs d'origine extraterrestre. Dans les années 60, plusieurs auteurs ont suggéré que de nombreux événements bibliques, y compris des miracles, pourraient s'expliquer par des technologies avancées issues d'une intervention extérieure. Plus audacieusement encore, Barry Downing, un pasteur presbytérien, a défendu l'idée que Jésus lui-même pourrait avoir été un extraterrestre, citant notamment des passages où il affirme « venir d'en haut », interprété comme une possible allusion à son origine extraterrestre. Par ailleurs, certains adeptes avancent que le concept biblique de l'enfer pourrait être une allusion à la planète Vénus. Selon cette théorie, des extraterrestres anciens auraient à montrer aux hommes des images de la surface infernale et hostile de Vénus, inspirant ainsi cette vision de l'enfer. Ces théoriciens vont jusqu'à proposer que Dieu et Satan auraient été des extraterrestres en désaccord sur la question de l'accès des humains à des connaissances interdites. Ils établissent un parallèle avec le mythe grec de Prométhée, ce héros ayant offert le feu, symbole de savoir, aux hommes. Certains interprètent même le péché originel de la Bible, où Adam et Ève désobéissent à Dieu, comme une métaphore de la descendance extraterrestre se mêlant avec l'humanité primitive. Enfin, une autre affirmation relie le livre des invasions de la mythologie irlandaise aux anciens astronautes. Ce texte décrit l'arrivée des Tuatha Dé Danann dans des nuages sombres, obscurcissant le soleil pendant 3 jours. Les partisans de la théorie des anciens astronautes y voient une description possible de vaisseaux spatiaux dotés de dispositifs de camouflage sophistiqués. De nos jours, certains pensent que les œuvres d'art anciennes regorgent de preuves que des extraterrestres ont visité la Terre dans un passé lointain. Examinons cette hypothèse de plus près. Les partisans des théories des astronautes anciens citent notamment les peintures rupestres, en particulier celles des tribus Hopi et Zuni, représentant des Kachina, des êtres spirituels, qu'ils interprètent comme des gens des étoiles, autrement dit des extraterrestres. Ils affirment que des dessins similaires, retrouvés à travers le monde, corroborent l'idée d'un contact extraterrestre avec diverses civilisations anciennes. Parmi les exemples souvent évoqués figurent des sites en Australie et en Italie, où des représentations semblent dépeindre des figures humanoïdes portant des casques en forme de dôme. Selon ces théoriciens, ces images témoigneraient de rencontres entre les premiers humains et des extraterrestres vêtus de combinaisons spatiales. Les peintures médiévales et de la Renaissance constituent une autre source fréquemment invoquée. Les amateurs de cette fameuse théorie prétendent que de nombreuses œuvres de cette période représenteraient pas des ovnis. Ainsi, dans « La Vierge à l'enfant avec le jeune Saint Jean-Baptiste », un objet étrange dans le ciel est souvent décrit comme ressemblant à une soucoupe volante. D'autres exemples célèbres incluent l'Annonciation de Carlo Crivelli, la Sainte Trinité de Bonaventura Salimbeni, ou encore le miracle de la neige de Masolino da Panicale. Cependant, des spécialistes comme l'historien de l'art italien Diego Cuoghi réfutent cette interprétation. Selon eux, ces éléments symbolisent plutôt des concepts religieux, tels que des anges ou des nuages radieux. Parmi les preuves les plus emblématiques de la théorie des anciens astronautes figurent les lignes de Nazca au Pérou. Ces immenses géoglyphes, représentant des animaux et des formes géométriques,
ne sont visibles en entier que depuis le ciel. Certains suggèrent qu'ils auraient été tracés sous la supervision d'extraterrestres ou qu'ils servaient de piste d'atterrissage pour leurs vaisseaux. Toutefois, les archéologues rejettent cette hypothèse, expliquant que les lignes étaient probablement utilisées lors de cérémonies rituelles. Un chercheur a même démontré qu'il était possible de créer des figures similaires avec des outils rudimentaires, illustrant les compétences des peuples Nazca. D'autres structures intriguent également les aficionados de cette théorie, telles que l'oiseau de Saqqara, en Égypte, ou les artefacts Kimbaya, originaires de Colombie et d'Équateur. Ces objets, qui rappellent des avions ou planeurs modernes, sont interprétés comme des modèles réduits de vaisseaux extraterrestres. Cependant, les archéologues traditionnels soutiennent qu'il s'agit simplement de représentations stylisées d'oiseaux ou d'insectes. Enfin, des sites emblématiques tels que les pyramides de Gizeh, Machu Picchu, Baalbek, Stonehenge ou les statues Moai de l'île de Pâques sont fréquemment associés à ces théories. Ces monuments, d'une taille et d'une précision remarquables, sont présentés comme des réalisations impossibles sans une aide extraterrestre. Pourtant, les archéologues traditionnels affirment que les peuples anciens possédaient les compétences nécessaires, notamment grâce à des techniques ingénieuses et une main-d'œuvre conséquente. Des expériences ont d'ailleurs prouvé que des mégalithes de grande taille pouvaient être déplacés avec des moyens rudimentaires. Malgré cela, certains continuent de penser que l'essor soudain de civilisations comme l'Égypte antique, notamment la construction des pyramides et du Sphinx, témoigne d'une influence extraterrestre. Observons ces impressionnantes statues Moai de l'île de Pâques, qui ont longtemps fasciné et intrigué. Les partisans de la théorie des anciens astronautes affirment que les humains n'auraient pas pu déplacer ces structures massives sans une aide technologique extraterrestre. Pourtant, dans les années 80, des chercheurs ont démontré qu'une petite équipe pouvait utiliser des cordes pour faire dandiner les statues à travers le paysage, offrant une explication plus terre-à-terre. Passons maintenant à une autre pratique intrigante, l'allongement artificiel des crânes, observé dans certaines cultures anciennes, notamment chez les Égyptiens et certains peuples amérindiens. Les partisans des anciens astronautes interprètent cette tradition comme une tentative d'imiter les extraterrestres perçus comme des divinités. Le cas du pharaon Akhenaton, souvent représenté avec une tête allongée et d'autres traits inhabituels, alimente également ces théories. Toutefois, les scientifiques attribuent ces caractéristiques à un trouble génétique, probablement lié à la consanguinité, courante dans les dynasties royales. Akhenaton est également connu pour son culte du dieu solaire Aton, que certains associent à une possible maladie nécessitant une exposition accrue à la lumière du soleil. Clarifions un point essentiel. Les scientifiques et archéologues traditionnels rejettent catégoriquement la théorie des anciens astronautes. Ils considèrent ces idées comme de la pseudoscience, affirmant qu'elles reposent sur des preuves déformées, mal interprétées ou parfois totalement inventées. Selon un rapport récent du Pentagone, relayé par le New York Times, aucune preuve n'a été découverte concernant l'existence de visites extraterrestres ou de vaisseaux spatiaux sur Terre. L'été dernier, David Grush, un ancien officier du renseignement américain, a déclaré devant le Congrès que les États-Unis dissimuleraient depuis des décennies des programmes secrets consacrés à la détection et à l'étude des extraterrestres et de leur technologie. Selon lui, le gouvernement posséderait non seulement des fragments de vaisseaux extraterrestres, mais aussi des restes d'aliens eux-mêmes. Pourtant, un rapport de 63 pages du Bureau de résolution des anomalies du département de la Défense contredit ces affirmations. Il indique que, depuis les années 60, de nombreuses observations d'OVNI, désormais appelées phénomènes anomaux non identifiés, peuvent être attribuées à des avions espions ou à des drones américains. Le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder, a précisé que, bien qu'il gardait l'esprit ouvert, aucune trace d'extraterrestres ou de programme clandestin n'avait été trouvée. La plupart des observations s'avèrent être des objets communs mal identifiés. En février dernier, après que plusieurs objets volants ont été abattus au-dessus des États-Unis et du Canada, un groupe interagence a été formé pour examiner les phénomènes anomaux non identifiés. John Kirby, du Conseil de sécurité nationale, a alors souligné que ces phénomènes existaient depuis longtemps, mais n'avaient pas encore été correctement étudiés. Pourquoi ces théories restent-elles si populaires? Parce que notre cerveau cherche des explications simples aux mystères complexes.
Attribuer ces énigmes à des extraterrestres est une solution facile. Cependant, ces théories ignorent souvent le contexte historique et culturel, dénaturant les faits pour correspondre à leurs idées. Elles supposent aussi que des extraterrestres utiliseraient des technologies similaires aux nôtres et partageraient nos intérêts, ce qui est hautement improbable, même si une vie intelligente existait ailleurs dans l'univers. Bien que populaire dans certains milieux, la théorie des anciens astronautes est considérée par la communauté scientifique comme une pseudoscience. Elle ne respecte pas les principes de la méthode scientifique et repose sur une distorsion des faits ou des analogies erronées. Mais prenez un instant pour y réfléchir. L'univers est d'une immensité vertigineuse. Est-il concevable qu'au sein de ce cosmos en perpétuelle expansion, notre civilisation soit la seule dotée d'intelligence et de technologie avancée? Qu'en dites-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. L'un des indices les plus intrigants suggérant la possible visite d'une civilisation extraterrestre sur Terre pourrait bien être l'événement connu sous le nom de bataille spatiale de Nuremberg, survenu le 4 avril 1561. Cependant, les sources historiques divergent quant à la date exacte, certaines mentionnant 1561 et d'autres 1566. Les réinterprétations de cet épisode se fondent principalement sur une gravure sur bois et un résumé succinct des faits rapportés. L'attention se concentre presque exclusivement sur les supposés vaisseaux spatiaux détruits et leur affrontement dans les cieux. La narration, presque unanimement reprise, raconte que les habitants de Nuremberg auraient observé, à l'aube d'un jour d'avril, un phénomène céleste saisissant, évoquant une véritable bataille spatiale. Le récit semble encore plus convaincant lorsque l'on évoque la durée des combats entre certains objets, suivi de l'écrasement de quelques-uns d'entre eux. La gravure illustre cette scène. Des sphères et des croix s'affrontant, une gigantesque flèche, des structures tubulaires étranges et des engins tombant au sol. Une représentation qui pourrait laisser croire à une confrontation cosmique spectaculaire. Pour renforcer l'authenticité du témoignage, il est utile de rappeler que Hans Glaser, l'auteur de cette gravure sur bois, est une figure historique avérée. Son œuvre correspond effectivement à l'époque et au lieu mentionné, ce qui exclut l'idée d'un simple faux. La gravure illustre par ailleurs un événement réel, observé par des témoins oculaires de l'époque. Ces éléments donnent à première vue l'impression d'une preuve solide d'un contact extraterrestre. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Une analyse superficielle pourrait suggérer une intervention extraterrestre, mais l'explication la plus probable se révèle bien plus terre-à-terre. Ce que l'on appelle aujourd'hui la bataille des ovnis de Nuremberg de 1561 correspond en fait à un phénomène atmosphérique connu sous le nom de parélie. Un parélie se manifeste sous la forme d'une tache lumineuse concentrée, parfois visible à droite ou à gauche du Soleil, voire des deux côtés simultanément. Ces phénomènes apparaissent souvent comme une paire de points lumineux légèrement colorés, situés à la même hauteur sur l'horizon que le Soleil. Leur apparence peut varier, allant de simples taches colorées à des sources de lumière si intenses qu'elles semblent ajouter 2 soleils supplémentaires dans le ciel. Leur aspect singulier peut donner l'impression qu'un événement effrayant ou d'origine extraterrestre se déroule dans le ciel. Pourtant, ce phénomène résulte simplement des propriétés de l'atmosphère terrestre. Les cristaux de glace présents dans les couches supérieures de l'atmosphère agissent comme des prismes ou des miroirs naturels, modifiant la trajectoire de la lumière du Soleil ou de la Lune. Une illustration du phénomène peut vous aider à mieux le comprendre. À l'époque, Nuremberg présentait apparemment les conditions idéales pour observer un parélie. En examinant les représentations historiques de cet événement et en les comparant aux photographies et vidéos modernes de parélie, il devient rapidement évident que cette explication est bien plus plausible qu'une hypothétique visite de l'Empire galactique. La preuve en est dans les descriptions traduites de l'époque et dans la gravure sur bois qui relate cet événement. Selon le témoignage, le Soleil apparut d'abord, accompagné de 2 arcs semi-circulaires d'une teinte rouge sang, semblables à une lune décroissante traversant le Soleil. Autour de celui-ci, au-dessus, en dessous et sur les côtés, se trouvaient des orbes écarlates, parfois bleutés ou couleur fer, ainsi que des formes noires. Regardez maintenant une photo moderne d'un parélie. On y distingue un halo entourant un orbe rouge. Et si un parélie présente un orbe rouge, il est plausible que d'autres orbes, aux teintes variées, apparaissent lors d'événements similaires. N'oublions pas que les parélies agissent comme des prismes naturels, ce qui explique pourquoi la lumière réfléchie peut révéler une large gamme de couleurs.
En considérant les arcs mentionnés plus tôt, ceux-ci pourraient en réalité correspondre à des halos. Par exemple, un halo solaire peut vaguement ressembler à une plaque et semble parfois relié à d'autres halos similaires. En effet, des témoins ont rapporté avoir observé des halos accompagnés de cercles lumineux. Certains de ces cercles pourraient même avoir pris la forme de croix. En visionnant des vidéos contemporaines de Parelli, on pourrait noter que les cercles lumineux apparaissent dans des teintes semblables à celles du Soleil. Toutefois, comme l'événement de Nuremberg s'est déroulé entre 4 et 5 heures du matin, les nuages et le Soleil pouvaient alors projeter des couleurs rougeâtres ou orangées. Quant à ce combat céleste, il pourrait s'expliquer par de légers déplacements des formes lumineuses, altérées par les mouvements du Soleil, ce qui aurait pu donner l'illusion qu'une figure en repoussait d'autres sur son passage. Pensez-vous que cette explication scientifique soit convaincante, ou préférez-vous croire que notre planète a reçu la visite d'extraterrestres venus d'une galaxie lointaine? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Une des plus grandes questions qui tourmentent l'esprit des astronomes et des gens ordinaires est la suivante. Pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé d'aliens? On pourrait penser qu'avec un univers aussi vaste, rempli d'une multitude d'étoiles et de planètes, nous serions déjà tombés sur quelques voisins extraterrestres. Cette question a été posée pour la première fois par le célèbre physicien Enrico Fermi lors d'un déjeuner avec ses collègues scientifiques. Il discutait des observations d'OVNI et des extraterrestres lorsque, soudain, Fermi a lancé « Mais où est passé tout le monde ?» Cela ne semblait être qu'un commentaire anodin, mais il a déclenché un grand débat. Si l'univers est rempli d'étoiles, de planètes et d'une possible vie extraterrestre, comment se fait-il que nous n'ayons encore rien détecté? Cette discussion a donné naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui le paradoxe de Fermi. Il suppose que, d'après nos connaissances, des civilisations extraterrestres avancées devraient logiquement exister quelque part, potentiellement en grand nombre. Il semble probable qu'elles posséderaient une technologie capable de leur permettre de voyager dans l'espace, ou au moins d'émettre des signaux pour annoncer leur existence. Mais voici le hic. En dépit de toutes nos avancées technologiques, et de l'ampleur des recherches entreprises, nous n'avons pas encore trouvé d'indices crédibles de l'existence de ces civilisations avancées. Alors, où se trouvent-elles? Au fil des ans, diverses théories ont été formulées pour tenter de résoudre ce paradoxe. Examinons quelques-unes des plus intéressantes. L'hypothèse dite de la Terre rare propose que la Terre pourrait être tout simplement exceptionnelle et que les planètes comme la nôtre, capables de soutenir la vie, seraient extraordinairement rares. Selon cette idée, nous pourrions être la seule planète dans la Voie lactée à abriter la vie, ou du moins une vie intelligente. Nous pourrions également être la première civilisation intelligente de notre galaxie à atteindre ce niveau de développement. En d'autres termes, nous pourrions être des pionniers, aussi incroyables que cela puisse paraître. Cependant, il reste peu scientifique de miser sur un tel coup de chance. Certains pensent que des civilisations avancées pourraient avoir existé dans notre galaxie, mais qu'elles l'auraient désertée par la suite. Peut-être ont-elles développé des technologies de voyage interstellaire, leur permettant de naviguer entre les galaxies, ou peut-être utilisent-elles des moyens exotiques comme les trous de verre, ces structures hypothétiques qui relieraient des points éloignés de l'espace-temps. Elles auraient pu découvrir des lieux plus fascinants et hospitaliers où s'installer, loin de nous. Une hypothèse pessimiste est que, lorsqu'une civilisation devient trop avancée, elle finit par s'autodétruire. Que ce soit par des conflits, la dégradation de son environnement ou d'autres facteurs, il se pourrait que la plupart des civilisations ne survivent pas assez longtemps pour se consacrer à l'exploration spatiale. Imaginez à présent une civilisation avancée anéantie par une épidémie avant même d'avoir pu commencer à explorer les étoiles. En d'autres termes, il est plausible que les civilisations n'aient tout simplement pas le temps de persister assez longtemps pour en rencontrer d'autres. Une autre hypothèse, peu flatteuse pour notre propre technologie, est que ces extraterrestres emploient des méthodes de communication que nous sommes incapables de percevoir. Il est possible qu'ils utilisent des signaux qui échappent à notre compréhension actuelle de la physique. Bien que les scientifiques débattent de telles éventualités, aucune preuve tangible n'a encore été trouvée. Les extraterrestres pourraient aussi nous éviter exprès. Ils pourraient être présents quelque part, mais choisir de rester discrets, sans réelle urgence de se manifester tant que nous ne serons pas prêts à les accueillir. Et en parlant de préparation, certains pensent que les extraterrestres attendent peut-être que nous atteignions un certain degré de développement pour établir le contact. Ils préféreraient sans doute éviter toute interférence avec notre évolution tant que nous n'avons pas atteint ce niveau d'avancement. Il est aussi envisageable que des civilisations avancées se tournent vers la réalité virtuelle. Si elles sont capables de vivre dans des mondes numériques, elles pourraient se désintéresser de l'exploration de l'univers physique. Pourquoi s'en soucieraient-elles ?
Enfin, une autre théorie singulière suggère que certaines civilisations pourraient entrer dans une forme d'hibernation, attendant un refroidissement de l'univers, car cela pourrait être plus avantageux sur le plan énergétique. Et enfin, il existe cette hypothèse inquiétante selon laquelle notre univers entier pourrait être une simulation informatique, et que les extraterrestres se cacheraient délibérément de nous. Cela ressemblerait à un jeu vidéo qui ne dévoile ses secrets qu'au fur et à mesure que l'on progresse au fil des niveaux. Passons maintenant à l'examen des probabilités de vie ailleurs. Dans notre galaxie, la Voie lactée, on estime qu'il existe probablement environ 20 milliards de planètes, dont la taille et la position dans la zone habitable sont similaires à celles de la Terre, ce qui signifie qu'elles se trouvent à une distance idéale de leurs étoiles, pour abriter de l'eau liquide. Mais parmi elles, combien abritent réellement la vie? La majeure partie? Quelques-unes seulement? Ou presque aucune? Et parmi celles qui possèdent la vie, combien hébergent des formes intelligentes capables de développer des technologies? Dans les années 60, un scientifique du nom de Frank Drake a tenté d'estimer le nombre de civilisations dans notre galaxie susceptibles de prendre contact avec nous. Il a ainsi formulé une équation célèbre, plus tard appelée l'équation de Drake. Bien qu'elle paraisse complexe, son principe reste relativement simple. Elle permet d'évaluer le nombre de civilisations intelligentes en se basant sur des facteurs tels que le taux de formation des étoiles, le nombre d'étoiles possédant des planètes, le potentiel de ces planètes à soutenir la vie et la durée de vie d'une civilisation. N est le nombre de civilisations intelligentes qui pourraient nous contacter. R est le taux moyen de formation d'étoiles dans notre galaxie. Fp est la fraction des étoiles possédant des planètes. Ne est le nombre moyen de planètes par étoile qui pourrait abriter la vie. Fl est la fraction de ces planètes où la vie se développe effectivement. Phi est la fraction où la vie intelligente émerge. Fc est la fraction des civilisations qui peuvent et désirent communiquer. Et L est la durée pendant laquelle ces civilisations existent avant de disparaître. Le problème est que nous ne connaissons pas les valeurs précises de la plupart de ces paramètres. Par conséquent, lorsque nous insérons des chiffres que nous connaissons, mais avec de grandes marges d'erreur, les résultats sont eux aussi largement imprécis. Selon les valeurs retenues, le nombre de civilisations dans notre galaxie pourrait varier de presque 0 à plusieurs dizaines de milliers. Actuellement, la meilleure estimation que nous puissions proposer indique un chiffre très faible, proche de 0. En d'autres termes, bien que notre galaxie soit gigantesque, il est possible que nous soyons seuls ici, ou presque. Une des principales raisons pour lesquelles nous n'avons pas encore rencontré d'extraterrestres est que, même s'ils existent, nous pourrions être incapables de leur rendre visite, du moins avec notre technologie actuelle. La vitesse de la lumière constitue une barrière absolue en physique, ce qui implique qu'aucun objet ne peut voyager plus vite qu'elle. Cela rend le voyage interstellaire d'une lenteur extrême. Les choses pourraient évoluer si des méthodes de voyage, telles que les trous de verre ou les moteurs à distorsion, s'avéraient impossibles. Peut-être qu'un jour ces concepts deviendront réalité, mais pour l'instant, il y a peu d'espoir. Bien que nous ne puissions pas rencontrer physiquement d'extraterrestres, il existe encore des moyens de les détecter. L'un des projets les plus importants à cet égard est SETI, ou Search for Extraterrestrial Intelligence. Les chercheurs de SETI utilisent de puissants télescopes pour détecter d'éventuels signaux radio émis par des planètes lointaines. Si une civilisation extraterrestre émet des signaux, il est possible que nous puissions les capter. De plus, avec des télescopes de plus en plus performants, nous pourrions être capables de saisir des clichés ultra détaillés de planètes lointaines et pourquoi pas de mondes similaires à la Terre, à plusieurs centaines d'années-lumière. Cela pourrait paver la voie dans la recherche de signes de vie extraterrestre. Quoi qu'il en soit, même si nous n'avons pas encore détecté d'aliens, la quête est loin d'être achevée. Que ce soit par des technologies de pointe, une meilleure compréhension des lois de la physique ou tout simplement en écoutant les étoiles, il se pourrait qu'un jour nous découvrions que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et en attendant, la question « Où sont-ils tous ?» ne cesse d'attiser notre curiosité. Éloignons-nous de la Terre pour la regarder de plus haut. Elle brille comme un sapin de Noël. La nuit, les grandes villes ressemblent à des taches jaunes, et le jour, nous pouvons voir des structures étranges, comme une île en forme de palmier dans les Émirats arabes unis ou une ligne sombre qui traverse la Chine, la Grande Muraille. Ce sont des traces de l'existence humaine. Maintenant, pointons notre télescope vers d'autres planètes. Mars, c'est juste un désert sans fin. Vénus, seulement des rochers et des volcans. Même si nous regardons dans l'espace lointain, toutes les planètes sont sans vie. Pas une seule trace de civilisation extraterrestre. Beaucoup de gens pensent que la Terre n'est pas la seule planète où il y ait de la vie. Voici notre galaxie. Il y a des milliards d'étoiles semblables au Soleil. Et voici l'univers observable avec des milliards de ces galaxies. Il y a un nombre presque infini d'étoiles, et près de chacune d'elles, il doit y avoir des planètes habitables. Mais il se peut que nous n'ayons pas trouvé de vie sur d'autres planètes parce qu'elles se cachent justement sous leur surface. Par exemple, il y a Europe, un satellite de Jupiter légèrement plus petit que notre Lune. Sa structure ressemble à un œuf à la coque. Sa surface est une croûte de glace.
Mais si on la traversait, on atteindrait un océan d'eau. Jupiter et ses satellites sont très éloignés du Soleil. Il y fait donc très froid, environ moins 170 degrés. L'eau liquide s'y transforme donc instantanément en glace. Mais Jupiter a une forte force gravitationnelle. Cela cause beaucoup de friction à l'intérieur d'Europe et ça réchauffe son noyau. Cette chaleur fait fondre la glace environnante et cela donne un océan d'eau liquide sous sa surface. L'eau est la base de toute vie, donc il pourrait y avoir de simples bactéries dans cet océan. Et qui sait, peut-être qu'il y a aussi d'autres formes de vie, comme des poissons aux formes étranges à cause de la faible gravité, ou des créatures semblables aux baleines, se nourrissant de plancton. En 2009, les scientifiques ont découvert une planète entièrement recouverte d'un océan, GJ 1214. Elle se trouve à environ 40 années-lumière de la Terre et environ 75% de sa masse est constituée d'eau. Pourtant, les températures sur cette planète sont si élevées que cette eau s'évapore. Mais il y a tellement de vapeur qu'elle semble aussi dense que l'eau elle-même. Rien ne pourrait sembler vivre dans de telles conditions. Mais les scientifiques ont récemment découvert au moins 24 planètes meilleures que la Terre et les ont qualifiées de super habitables. Elles orbitent autour d'étoiles lointaines, dans leur zone habitable. C'est la zone située à une distance parfaite d'une étoile pour accueillir la vie. Dans notre système solaire, Vénus, la Terre et Mars sont dans cette zone. Une planète super habitable doit être 10% plus grande que la Terre et avoir une gravité plus forte afin d'avoir une atmosphère plus dense. Une température de 8 degrés supérieure à celle de la Terre rendrait cette planète plus humide et favoriserait le développement d'une variété d'organismes. Ces planètes pourraient accueillir la vie, mais il est difficile de savoir si la vie y est déjà présente. Le principal marqueur qui confirmerait l'existence d'une civilisation avancée là-bas pourrait être les ondes radio. Imagine une planète habitable semblable à la Terre. Au cours de l'évolution, des êtres intelligents y sont apparus. Ils sont plus grands que les humains à cause de la faible gravité et leurs yeux sont adaptés à la lumière d'une autre étoile, beaucoup plus brillante que le Soleil. Tôt ou tard, ces êtres devront utiliser des ondes radio pour communiquer entre eux. Nous pouvons penser à ces ondes comme à des sons puissants venant de haut-parleurs. Voici la Terre. Nous utilisons beaucoup les ondes radio et le bruit provenant de notre planète est assez grave. Si une planète voisine avait des radiotélescopes, de grandes antennes qui captent ces ondes, elle se rendrait compte que la vie s'épanouit ici. Il y a de nombreux radiotélescopes sur Terre qui sont pointés vers l'espace, dans l'attente d'un signal extraterrestre. Mais nous n'avons encore rien reçu. Cela ne veut pourtant pas dire qu'il n'y a pas une planète quelque part dans l'univers qui émette des ondes radio. C'est une question de distance. Faisons un bond de 200 années-lumière vers une autre étoile. Supposons qu'il y ait une planète X hébergeant la vie. La civilisation ici est assez avancée pour utiliser les ondes radio, donc ils émettent une première onde dans l'espace. Nos radiotélescopes ne pourront la capter que 200 ans plus tard. Cela fonctionne également dans l'autre sens. La communication radio n'existe sur Terre que depuis 1895. Notre signal radio n'atteindra donc pas la planète X avant 2095. C'est seulement à ce moment que les extraterrestres entendront notre voix. Mais ce bruit ne dure pas longtemps. Chaque année, notre technologie s'améliore et le bruit que nous faisons diminue. Nous utilisons la communication mobile, la télévision par câble et la fibre optique. Cela réduit le bruit émis par notre planète dans le spectre radio et nous deviendrons même bientôt invisibles pour les autres planètes. Et c'est pareil de l'autre côté. Les ondes radio ne sont donc qu'un petit bip à l'échelle cosmique. C'est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer que le silence radio soit une preuve que la vie extraterrestre n'existe pas. Un télescope géant qui pourrait prendre une photo en direct d'une planète possiblement habitée changerait la donne. On zoomerait sur la photo et hop, on verrait des villes extraterrestres avec des immeubles et plein d'antennes. Mais nous ne pouvons pas encore voir si loin. Nous pouvons à peine prendre des photos de Mars et de ses satellites, et même leur qualité nous induit encore en erreur. Prenons par exemple Sidonia, qui ressemble à un visage humain sur Mars. On a pensé qu'une ancienne civilisation avait fait une sorte de sculpture. Des théories plus extravagantes parlaient même des restes d'un géant, et qu'il y avait même un corps entier sous le sable de Mars. Mais en fait, c'était juste une colline. Le vent a créé des creux à cet endroit et avec l'ombre, nous les avons pris pour des yeux et une bouche humaine. Il y a aussi le monolithe sur le satellite de Mars, Phobos. On y a trouvé une roche lisse qui était presque aussi haute que la pyramide de Khéops. Cette découverte a donné lieu à de nombreuses théories sur la civilisation qui l'a construite. Mais il s'est avéré que ce n'était rien de plus qu'un rocher. Le nombre infini d'étoiles et de mondes qui les entourent garantit presque l'existence d'autres civilisations. Alors pourquoi ne viendrait-elle pas sur Terre? Nous pensons que la vie dans l'univers se développe selon des scénarios similaires. L'émergence de formes de vie simples, suivie de l'évolution et de la naissance de civilisations technologiquement avancées.
Mais comme sur Terre, des cataclysmes s'y produisent et provoquent des extinctions massives, comme les météorites. Il y a peut-être une civilisation prête à partir dans l'espace, mais qui fut détruite par une énorme météorite, comme celle qui a effacé les dinosaures de la surface de la Terre. La vie sur cette planète recommencerait donc un nouveau cycle à partir de zéro. En outre, plus la civilisation est avancée, plus le risque d'autodestruction est grand. Les scientifiques pourraient mener des expériences sur des machines, comme le grand collisionneur de Hadron, et y créer accidentellement un trou noir. Celui-ci se mettrait à avaler tout ce qui l'entoure et grossirait. Rapidement, toutes les villes super développées de cette civilisation disparaîtraient, ainsi que toute la planète. Une autre possibilité pour une civilisation super avancée serait de voyager par les trous de verre. Ce sont comme des tunnels situés dans l'espace-temps. Les extraterrestres pourraient voyager à travers sans jamais revenir en arrière. Mais il est aussi possible que la vie sur Terre soit unique, car notre planète s'est formée grâce à plusieurs coïncidences incroyables. La première est l'emplacement de notre système solaire dans la galaxie. Dans la Voie lactée, il y a un feu d'artifice constant de supernovas. Le rayonnement de ces explosions détruit tout ce qui l'entoure sur de grandes distances. Notre système solaire se trouve juste dans la zone de l'orbite galactique où nous sommes à l'abri de ces explosions. Un autre facteur est la Lune. Selon une théorie, il y a environ 4,5 milliards d'années, une météorite de la taille de Mars s'est écrasée sur la Terre. Un impact plus direct aurait simplement pulvérisé la Terre. Et si cette météorite n'avait fait qu'effleurer la Terre, les débris se seraient simplement envolés. Mais cette collision s'est produite précisément de manière à ce qu'une partie de la météorite reste dans l'orbite de la Terre, formant la Lune. Cette dernière a stabilisé la rotation de notre planète et a réchauffé son noyau par gravité. Et c'est là que notre planète a développé un champ magnétique qui nous protège des vents solaires. D'autres scientifiques pensent que la vie extraterrestre pourrait être différente d'un point de vue biochimique. Le carbone et l'eau sont les éléments de base de notre corps, mais le carbone pourrait être remplacé par du silicium ou du phosphore et l'eau par de l'ammoniac ou du méthane. Ces atomes pourraient former des molécules différentes et s'assembler en un organisme vivant. Une vie basée sur de tels éléments ne ressemblerait à rien de ce qui existe sur Terre. Se pourrait-il que l'univers entier ne soit rien de plus qu'un simple atome ? Lorsque vous regardez un schéma d'un atome, qui est un élément de base de toute matière, vous pouvez voir que certains motifs de l'univers se répètent. Notre système solaire en est un excellent exemple. Il y a une étoile centrale géante et quelques petites planètes qui gravitent autour d'elle. Vous observez la même disposition à l'extérieur de notre galaxie également, avec des exoplanètes en orbite autour de leurs étoiles. Et vous pouvez également témoigner de ce principe à une plus petite échelle. C'est la façon dont des particules appelées protons et neutrons se déplacent autour du centre d'un atome, que l'on appelle le noyau. Alors, imaginez que vous avez une pile d'aimants positifs que vous essayez d'empiler ensemble. Ils continuent à se repousser, n'est-ce pas? C'est ce qui est supposé se passer avec les protons dans un atome. Ils sont tous chargés positivement, donc ils devraient se repousser mutuellement et s'éparpiller dans toutes les directions. Mais les atomes existent, donc il doit y avoir quelque chose qui les maintient ensemble. Et cette chose est appelée l'interaction forte ou la force forte. Le noyau représente moins de 0,01% du volume de l'ensemble de l'atome, mais il représente généralement plus de 99,9% de la masse de l'atome. Encore une fois, similaire à notre Soleil. De toute façon, cette interaction forte est comme un type spécial de colle qui maintient les protons et les neutrons ensemble dans le noyau d'un atome. De manière similaire, la gravité nous empêche de nous envoler du sol vers l'obscurité de l'espace. Maintenant, cette colle provient de très petites particules à l'intérieur des protons et des neutrons appelés quarks. Ces petits gars ont une sorte de charge étrange appelée couleur. Ce n'est pas comme les couleurs que nous voyons autour de nous. Cela fonctionne comme un code qui aide les quarks à rester ensemble à l'intérieur de leurs particules hôtes. Et ce code s'infiltre également et aide à maintenir les protons et les neutrons ensemble dans le noyau. D'une certaine manière, les quarks sont comme de petits bâtisseurs qui travaillent ensemble pour construire des atomes qui composent tout ce qui nous entoure. Le Big Bang a été dit être un moment magnifique lorsque nous avons obtenu le temps et l'espace. C'est l'histoire que nous utilisons pour expliquer l'évolution de l'univers. Au début, il n'y avait qu'une très petite boule de matière de la taille d'une pêche, mais avec une température de plus d'1 quadrillion de degrés. Aïe, c'est chaud. Et ce bang, dans le nom, ne signifie pas qu'il y a réellement eu une explosion dans l'espace. Cette pêche a commencé à se répandre, et l'espace apparaissait partout. Cela a donné naissance aux atomes, aux molécules, aux étoiles, et à de nombreux corps célestes qui ont rempli l'espace vide de notre cosmos.
Essentiellement, tous les éléments qui nous constituent se sont formés en quelques minutes au premier stade de l'univers. Disons à peu près 1/100 de milliardième de trillionième de seconde. Oh, attendez. Donnez-moi une seconde pour traiter cela 3 ans plus tard. Très bien, poursuivons. La croissance à cette époque était incroyable. L'univers s'est répandu de manière exponentielle et a réussi à doubler de taille au moins 90 fois. Comme moi pendant les vacances. Haha, j'adore le chocolat. Après le Big Bang, l'univers était une soupe chaude et dense de particules. Trop chaude pour que les atomes existent. Mais 380 000 ans plus tard, il s'est suffisamment refroidi pour que les électrons puissent se mélanger au noyau et former des atomes. C'est un processus que nous appelons recombinaison, et c'est ce qui a rendu l'univers transparent. Pensez-y comme si vous allumiez un interrupteur. Soudainement, vous pouvez tout voir. Mais ce n'est pas parce que l'univers est devenu transparent qu'il était lumineux. C'était une période sombre, car il n'y avait pas encore d'étoiles ni de galaxies, comme une grande toile vide attendant que quelque chose y soit peint. Ce n'est que beaucoup plus tard, alors que l'univers continuait d'évoluer, que les étoiles et d'autres objets lumineux ont commencé à se former et à éclairer l'obscurité. Et il a continué d'évoluer, se remplissant de planètes, d'astéroïdes, de galaxies et d'autres choses. D'accord, donc c'est l'histoire qu'on nous raconte depuis quelques décennies. Et je dois admettre qu'elle est plutôt bonne. Les scientifiques l'ont étudiée en détail. Ils ont observé le rayonnement électromagnétique résiduel de l'univers jeune. Ils ont mesuré la présence des éléments les plus légers pour se rendre compte qu'ils correspondent tous à l'histoire du Big Bang. Les nouvelles théories ne disent pas que le Big Bang n'a pas eu lieu. C'est une bonne représentation du cosmos à ses débuts. Mais c'est comme un puzzle inachevé avec des pièces importantes manquantes. Nous ne pouvons pas expliquer ce qui s'est passé avant le Big Bang en utilisant notre physique actuelle. Nous avons donc besoin de nouvelles mathématiques pour expliquer les parties délicates, comme la soi-disant singularité. C'est le point de densité infini, vous vous souvenez, depuis le début du Big Bang. Et c'est là que la théorie des cordes entre en jeu, comme une boîte à outils surpuissante capable de gérer la gravité et toutes les autres forces combinées. Maintenant, l'une des idées que la théorie des cordes nous a apportées est l'univers ekpyrotique. Imaginez un grand feu qui en déclenche un autre, et ce feu en déclenche un autre, et ainsi de suite. Eh bien, dans ce scénario, le Big Bang n'était pas le commencement de tout, c'était juste une partie d'un processus plus vaste. C'est l'idée de l'univers cyclique, des montagnes russes interminables, avec des Big Bang comme début et des Big Crunch comme fin, se produisant encore et encore, potentiellement pour toujours. C'est comme si l'univers appuyait constamment sur le bouton de réinitialisation, et le fait d'une manière vraiment amusante. Nous pourrions considérer cette singularité, selon certaines théories, comme une seule particule dans un système beaucoup plus grand, tout comme un atome est composé de particules subatomiques. Et en prenant tout cela en compte, l'idée dit que chaque noyau d'un atome pourrait contenir un univers en lui. Ainsi, notre univers tout entier n'est qu'une infime partie d'un atome dans un univers beaucoup plus grand fait d'atomes avec plus de cosmos, avec plus d'atomes, avec plus de cosmos. Tellement déroutant. Les premières versions de l'idée de l'univers cyclique avaient encore un gros problème. Elles ne correspondaient pas à nos observations du fond diffus cosmologique, une lumière fossile qui montre à quoi ressemblait l'univers lorsqu'il n'avait que 380 000 ans. Ainsi, en mars 2020, 2 physiciens canadiens, Robert Brandenberger, Ziwei Wang, ont publié une étude qui révélait les mathématiques derrière l'univers cyclique que nous avions manqué auparavant. Si nous nous concentrons sur le moment où l'univers se rétrécit en un point incroyablement petit, puis rebondit à un état de Big Bang, nous pourrions finalement être en mesure de faire correspondre nos observations. Il nous suffit d'attendre encore de nouvelles expériences pour tester pleinement cette idée. L'époque grand unifiée. C'est ainsi que nous appelons l'époque où l'univers était encore jeune. À cette époque, la matière et l'antimatière, qui sont comme des images miroirs l'une de l'autre, existaient en quantité approximativement égale. Mais puisqu'elles sont des forces opposées, lorsqu'elles entrent en contact l'une avec l'autre, elles se détruisent dans une puissante explosion, comme des feux d'artifice. Cela signifie que même si la matière et l'antimatière étaient constamment créées et détruites, d'une manière ou d'une autre, il y avait toujours un peu plus de matière que d'antimatière, ce qui est une bonne chose, car sinon, nous ne resterions avec rien. Avec le temps, les particules ont commencé à s'assembler et à former des choses plus complexes comme des atomes et des molécules. Et finalement, des étoiles se sont formées et ont créé des éléments encore plus lourds. Mais un jour, dans très très longtemps, toutes ces étoiles s'éteindront. Quand la dernière étoile refroidira lentement et s'éteindra,
l'univers se transformera en un vide sombre, sans vie, lumière, ou quoi que ce soit que nous connaissons ou supposons exister. À un moment donné, des trous noirs voraces dévoreront toute la matière dans l'espace. Finalement, même ces trous noirs s'évaporeront en la plus infime quantité de lumière. Notre cosmos continuera de s'étendre. La lumière se dispersera et sera incapable d'interagir avec quoi que ce soit. Ainsi, toute activité dans l'univers s'arrêtera. L'espace deviendra un immense vide, sans étoiles, planètes, ni quoi que ce soit d'autre, et s'arrêtera là. Ou commencera juste, et peut-être que c'est là que nous nous retrouverons. 13,8 milliards d'années, une mystérieuse explosion s'est produite dans l'espace. C'était le chaos. Un moment où les étoiles, les planètes, les astéroïdes, le reste des corps spatiaux et les galaxies sont nés. C'était le Big Bang, une théorie que nous connaissons tous. Mais personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé, d'où vient l'univers et ce qu'il y avait avant. Certains pensent même que l'univers est passé par un cycle où il s'est contracté et étendu plusieurs fois. En 1991, un cosmologiste de l'université de Stanford nommé Andrei Linde a soumis un article dont l'idée principale suggérait la possibilité que l'univers ait été créé dans un laboratoire. Selon sa théorie, il y avait une chance qu'une civilisation avancée quelque part dans le monde ait créé notre univers. Cette civilisation aurait créé un cosmos entièrement nouveau, qui a ensuite évolué vers ses propres planètes, étoiles et formes de vie intelligentes. 30 ans plus tard, de nombreux scientifiques prennent cette théorie très au sérieux. Ils ont même commencé à parler de choses que nous, en tant que civilisation, pourrions faire pour atteindre un niveau aussi avancé. La théorie dit que cette civilisation avancée a décidé d'ajouter une technologie qui a aidé à créer un nouvel univers à partir de rien. Cela a eu lieu par le biais du tunnelage quantique. Cela se produit quand un atome peut apparaître de l'autre côté d'une barrière, même si c'est censé être impossible, compte tenu des lois de la physique de notre monde. Comme par exemple, si tu voulais passer de l'autre côté d'un grand mur, mais que tu ne peux pas le passer avec des échelles ou le contourner. Imagine que tu peux simplement le traverser comme un fantôme. Dans notre monde, ce n'est pas possible, mais une civilisation plus avancée pourrait être capable de le faire. De plus, ils auraient compris comment ils pouvaient créer de nouveaux univers. En ce moment, à l'échelle cosmique, nous pourrions être une civilisation de classe C. Nous ne savons pas comment recréer certaines choses. Par exemple, les conditions sur la Terre si notre étoile centrale, le Soleil, s'éteint. Si nous parvenons à devenir une civilisation de classe B, nous apprendrons à ajuster les conditions pour être indépendants du Soleil. Cela signifie que nous pourrions peut-être même apprendre à vivre sans lui. Et si nous passons au niveau supérieur et devenons de classe A, nous saurons comment recréer les conditions cosmiques et produire notre propre cosmos dans nos laboratoires. Pensons au monde dans lequel nous vivons à travers 3 dimensions d'espace, Est-Ouest, Nord-Sud et Haut-Bas. Il y a aussi une dimension de temps, ce qui signifie que nous pouvons distinguer le passé du futur. Une 5e dimension représenterait une dimension supplémentaire de l'espace. La théorie de son existence a été mentionnée pour la première fois dans les années 1920. Elle a été inspirée par la théorie de la gravité d'Albert Einstein, qui a déclaré que l'espace-temps est déformé par la matière et l'énergie. Nous ne pouvons pas percevoir ces 4 dimensions, mais nous voyons comment un objet se déplace et l'attribuons à la gravité. Et peut-être qu'il y a une autre force, comme la force électromagnétique, qui est plus de 1000 fois plus forte que la gravité, et qui pourrait expliquer les choses qui se passent dans cette dimension supplémentaire de l'espace. La 5e dimension est courbée, de sorte que nous ne pouvons pas la voir, mais l'idée de cette dimension a été mentionnée dans une théorie des cordes. Elle considère l'univers comme de très petites cordes de masse énergie, et non comme des particules. Elle vibre dans un espace-temps à 10 dimensions, sachant que 6 d'entre elles prennent moins de place qu'un seul atome. Cela a conduit à l'image de l'univers comme une île en 3D qui flotte dans un espace-temps à 10 dimensions. De plus, la 5e dimension pourrait être une excellente explication pour nous en dire plus sur la matière noire. C'est la matière invisible qui a une masse, mais que nous ne pouvons pas voir et qui ne peut pas interagir avec la matière ordinaire. Or, la matière noire représente 85% de toute la matière de notre univers. L'univers ne peut pas être immobile, il est constamment en mouvement, se contractant ou s'étendant. Nous pensions qu'il y avait 100 milliards de galaxies, mais il s'avère qu'il y en a plus d'1 trillion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est ce que cela signifie lorsque les scientifiques disent que l'univers est en expansion continue. Il y a des vides entre les galaxies qui s'étendent parfois sur des millions et des millions d'années-lumière. Ils peuvent sembler vides, mais ils peuvent aussi contenir beaucoup plus de matière que ce que nous pouvons trouver dans les galaxies.
Pourtant, les étoiles ne peuvent généralement pas s'y former car la matière entre ces zones a une densité plus faible. Mais il y a quand même beaucoup d'étoiles dites intergalactiques. Un bon exemple est l'amas de galaxies de la Vierge, dont 10% sont des étoiles intergalactiques. Nous ne savons pas exactement comment elles sont arrivées là, mais il y a deux façons possibles. Première option, les étoiles peuvent entrer en collision, fusionner ou passer près d'une autre galaxie qui peut les faire décoller de leur galaxie mère. Deuxième option, un trou noir supermassif peut accélérer une étoile à une vitesse très élevée s'il se rencontre de près, ce qui peut, là encore, faire qu'une étoile soit expulsée de sa galaxie mère. Si tu disposais d'un aimant géant, tu pourrais même extraire quelque chose des environs d'un trou noir. C'est possible si le champ magnétique près d'un trou noir supermassif est aussi fort que le champ gravitationnel du trou noir. Mais cela ne fonctionne pas si nous parlons de matériel qui se trouve déjà au-delà de l'horizon des événements du trou noir. C'est la limite où la force gravitationnelle est si puissante que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Il faudrait que tu accélères ce matériau au moins à la vitesse de la lumière pour qu'il puisse s'échapper. Pour cela, tu aurais besoin d'une quantité infinie d'énergie. Mais un aimant pourrait t'aider si quelque chose se dirige vers le trou noir, mais n'est pas encore entré à l'intérieur. Lorsque l'on évoque les trous noirs, tu as sans doute en tête l'image d'un vide géant dans l'espace. Mais la Voie lactée est très probablement pleine de milliers de trous noirs plus petits qui flottent dans la galaxie. Lorsqu'une étoile arrive à sa fin, elle est détruite dans une explosion de supernova, qui est un cataclysme d'énergie. Durant cette explosion, les densités dans le noyau atteignent un état suffisamment intense pour que rien ne puisse s'échapper. Au même moment, la majeure partie de l'étoile explose vers l'extérieur, mais une partie s'effondre vers l'intérieur, créant un trou noir. Plus l'étoile est grosse, plus le trou est gros. Le trou noir avale alors tout ce qui se trouve sur son chemin, y compris les autres étoiles. Lorsqu'une étoile est attirée dans le trou noir, elle est déchirée à cause de la forte gravité à l'intérieur. Certaines de ses parties tombent dans le trou, tandis que les autres sont éjectées à des vitesses incroyablement élevées. Certains trous noirs pourraient avoir été formés de façon différente. Les premiers stades de notre univers étaient pour le moins assez chaotiques. Il y avait des températures et des pressions élevées, et cet état a façonné le cosmos tout entier. Dans les bonnes conditions, n'importe quelle vieille tache de gaz a pu se rétrécir pour devenir un trou noir. Et il en existe de toutes les tailles. De quelques kilos à des masses colossales comme celles de milliers de soleils. Et tout ce qui se trouve entre les deux. Les trous noirs ne sont pas vraiment noirs, ce sont des zones à forte gravité et aucun objet ne peut s'échapper lorsqu'il entre à l'intérieur. Ils se nourrissent de rayonnements électromagnétiques tels que la lumière et les particules spatiales. Comme ils consomment de la matière en permanence, les trous noirs émettent une lueur sombre. La Terre n'est pas si proche du bord inhospitalier du système solaire. Nous sommes en 6e position. Les scientifiques ont créé une carte 3D de notre système solaire où nous pouvons voir à quoi ressemble le bord. Il leur a fallu 13 ans pour la concevoir. La frontière s'appelle l'héliosphère externe. Elle marque la zone de l'espace où le vent solaire, qui est le flux de particules chargées que notre Soleil émet, est dévié et drapé par le rayonnement qui provient de la région vide au-delà de notre système solaire. La couche intérieure de l'héliosphère est celle où le Soleil et les planètes ont la forme approximative d'une sphère, alors que la couche extérieure n'est pas aussi symétrique. Cette asymétrie se produit parce que notre Soleil se déplace dans la galaxie et subit une friction avec le rayonnement qui se trouve devant lui. Des trous noirs qui déchirent d'énormes étoiles, des pulsars qui tournent à des vitesses incroyables et émettent de puissants faisceaux d'énergie, des nébuleuses colorées qui créent des feux d'artifice d'étoiles naissantes, des galaxies de toutes les couleurs et de toutes les tailles possibles. Oui, tout cela se trouve dans notre univers, mais il n'est pas infini, il a une limite. Un mur au sens propre, et au-delà, il y a le néant absolu. Alors embarquons pour un voyage vers ce mur. Mais commençons par le commencement. Notre univers est comme une énorme poupée russe. Si tu l'ouvres, tu en trouveras une plus petite à l'intérieur. C'est une galaxie. À l'intérieur de celle-ci se trouve encore une poupée plus petite. C'est notre système solaire. Et la plus petite poupée de toutes est la Terre. Chacune de ces poupées a des frontières que nous allons traverser. Pour cela, nous aurons besoin d'un vaisseau spatial de grande taille. Il doit aussi être capable de se déplacer 100 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Tu montes à bord et tu démarres les moteurs. Notre première limite se trouve à 100 km au-dessus du niveau de la mer. C'est 10 fois plus haut que l'altitude des avions de ligne. Ce point s'appelle la ligne de Kármán. Elle sépare l'atmosphère terrestre de l'espace extra-atmosphérique.
Maintenant, volons plus loin jusqu'au bord de notre système solaire. Nous allumons les hyperpropulseurs et passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous avons parcouru une distance de 100 unités astronomiques. Une UA est la distance entre la Terre et le Soleil. Et voici la limite de notre système solaire, l'héliosphère. Ici, la vitesse du vent solaire diminue rapidement. D'abord, elle passe de 1 million de km par heure à la vitesse du son. Ensuite, il y a une couche appelée l'héliopause. C'est là que le vent disparaît presque complètement. Puis notre vaisseau subit une vague d'étrave. C'est là que nous ressentons la force du vent interstellaire, qui entre en collision avec la frontière de notre système solaire. Lorsque tu passes cette frontière, tu te retrouves dans l'obscurité de l'espace interstellaire. Et c'est là que tu trouves les deux objets fabriqués par l'homme qui ont fait ce voyage pour la première fois dans l'histoire. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Voyager 1 a franchi cette frontière en 2004. Voyager 2 l'a fait en 2007. Ces sondes spatiales ont découvert que l'héliosphère n'est pas une sphère parfaite autour du Soleil. Sa frontière sud est 10 UA plus proche de l'étoile que sa frontière nord. Nous nous déplaçons donc dans l'espace interstellaire et nous approchons bientôt d'un mur de pierre autour de notre système solaire. 200 000 UA plus loin, et le voilà. Ce mur de pierre est le nuage de Oort. En réalité, c'est une ceinture d'astéroïdes qui entoure notre monde. Les scientifiques pensent que le nuage de Oort pourrait être la source des comètes et des météorites qui tombent sur la Terre. Mais ils sont si dispersés que nous pouvons facilement nous glisser entre eux. Maintenant, nous sommes dans l'obscurité totale. La Voie lactée fait environ 106 000 années-lumière de diamètre. Avec une fusée classique, il faudrait des milliards d'années pour parcourir cette distance. Mais tu accélères au maximum, tu passes magistralement devant les étoiles et les planètes comme sur un circuit de course. Et en quelques minutes, tu es au bord de notre galaxie. Il n'y a plus de vent interstellaire. Tout ce que tu vois, ce sont des points lumineux quelque part au loin. Ces points sont d'énormes galaxies. Il nous faut consulter une carte pour se rendre jusqu'au bord de notre univers tout entier. Tu es ici, près de la Voie lactée. Elle fait partie d'un amas de galaxies appelé le superamas Laniakea. Mais même cet énorme amas est comme une aiguille dans une botte de foin. En faisant un zoom arrière, on trouve le superamas Hydra Centaurus. Des milliers de galaxies sur la carte ressemblent à de petits points. Zoom arrière maximum. Voici tout notre univers observable. Nous pensions qu'il était infini, mais nous avons peut-être la preuve qu'il y a une frontière. Elle se trouve ici, à 10 milliards d'années-lumière de chez nous. Même si tu te déplaçais à la vitesse de la lumière, un voyage là-bas prendrait 2 fois plus de temps que l'existence de notre planète entière. Pendant ce temps, soit le Soleil s'éteindrait, soit il exploserait comme une supernova, détruisant tout notre système solaire. Et si tu pouvais vivre aussi longtemps et revenir ensuite chez toi, tu verrais que notre galaxie n'existerait plus. Elle est depuis longtemps entrée en collision avec la galaxie d'Andromède et a fusionné en un seul grand corps cosmique. Heureusement, ton vaisseau est capable de déformer l'espace-temps pour que ce voyage prenne littéralement quelques secondes. Boum! Félicitations, tu es arrivé à destination. Le supervide d'Eridanus. Certains scientifiques pensent que cet endroit est la preuve des collisions de notre univers avec quelque chose d'assez grand pour laisser une si grande cicatrice. Le supervide d'Eridanus est un espace vide et froid de 1 milliard d'années-lumière de large. Si tu imagines ce vide comme une tasse, il pourrait contenir au moins 10 000 galaxies. Et il est apparu après un accident aux proportions gigantesques. L'objet qui s'est écrasé dans notre univers n'était autre que un autre univers. Oui, d'autres univers peuvent réellement exister. Imagine que notre univers entier est une énorme bulle qui contient tous les amas de galaxies de l'univers observable. Il pourrait y avoir un nombre infini de telles bulles qui seraient nées pendant le Big Bang. Ces univers peuvent être différents d'une autre. Ils peuvent abriter d'autres galaxies et nébuleuses. Mais ces bulles pourraient aussi être des univers parallèles. Cela signifie que si tu as choisi des céréales plutôt que des flocons d'avoine ce matin, dans un autre univers, ton alter ego pourrait avoir choisi les flocons d'avoine. Chaque choix que tu as fait dans la vie a eu des conséquences complètement différentes dans un univers parallèle. Et comme le nombre de choix est infini, il y a une infinité d'univers parallèles. Donc, comme une bulle ordinaire, notre univers a une paroi qui se trouve près du supervide d'Eridanus. Il y a longtemps, une autre bulle est passée devant la nôtre. En se rapprochant l'une de l'autre, leurs champs gravitationnels ont commencé à interagir. Notre mur frontalier a commencé à se déformer et à s'étirer vers l'autre univers. La même chose s'est produite de l'autre côté.
Puis, les parois des deux univers sont entrées en contact. Mais comme les bulles ont bougé, leur lien a commencé à se rompre, et l'autre univers a arraché un énorme morceau du nôtre. Un vide froid s'est formé au niveau de point de collision. C'est le supervide d'Eridanus. Le problème est que l'univers a la même apparence pour un observateur, quel que soit son point de vue. Par exemple, imagine un ballon de basket suspendu en l'air. Maintenant, si nous plaçons une fourmi sur le ballon et lui demandons de trouver le bord du ballon, elle se mettra à tourner autour en faisant un nombre infini de cercles. Mais le paysage autour de la fourmi ne changera pas. Tout ce qu'elle verra, c'est un univers arrondi parce que la sphère reste la même, quel que soit le point de vue. La même chose se produit lorsque nous essayons de trouver le bord de notre univers. Tout cela parce que nous imaginons le monde dans un espace tridimensionnel et que notre vue est limitée. Par exemple, tu vois un carré ordinaire dans un espace bidimensionnel. Mais si tu ajoutes de la profondeur et que tu changes le point de vue, voilà, c'est un cube. Si nous pouvions voir l'univers dans un espace à 4 dimensions, un carré pourrait être quelque chose de complètement différent. Mais peut-être pourrions-nous quitter notre bulle d'adoption. La clé pour voyager dans un autre univers se trouve peut-être à l'intérieur d'un trou noir. Un trou noir est l'un des objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si massifs qu'ils déforment non seulement l'espace, mais aussi le temps. C'est comme placer un rocher très lourd sur un filet. Le filet s'affaissera, et plus tu te rapprocheras du rocher, plus la courbure sera forte. Une fois que tu es dans le champ gravitationnel d'un trou noir, tu ne peux plus en sortir. Nous ne savons toujours pas ce qui pourrait se trouver au cœur d'un trou noir. Certains scientifiques supposent que les trous blancs existent aussi. Théoriquement, ils devraient naître en même temps que les trous noirs. À l'exception de la couleur, ils sont l'exact opposé des trous noirs. Rien ne peut s'approcher d'un trou blanc. Pour l'instant, il n'y a pas de données sur ces objets, mais la théorie de la relativité générale suggère qu'ils existent. Il existe également une théorie selon laquelle un trou noir pourrait être un portail vers un autre univers. Lorsque tu entres dans un trou noir, tu peux ressortir de l'autre côté par l'horizon des événements du trou blanc. Tu contournes donc la frontière des univers et tu te retrouves dans un monde complètement différent. Mais nous avons peut-être la preuve qu'un trou blanc existe. En 2006, les scientifiques ont découvert une explosion d'énergie inhabituelle à 1,6 milliard d'années-lumière de la Terre. Ce sursaut était unique. Il ne ressemblait pas à une explosion de supernova ou même à la fusion de deux trous noirs. Certains astronomes pensent que c'était la naissance d'un trou blanc, mais comme il était instable, il a été détruit presque immédiatement. Ce processus n'était pas sans rappeler la naissance de notre univers tout entier, le Big Bang. Les scientifiques l'ont donc appelé le Little Bang. Nous avons tous grandi en croyant que Stonehenge était le plus ancien observatoire du monde, mais désormais, il a une concurrence sérieuse pour ce titre. Nabta Playa a été construit à plus de 3919 km de distance, dans le sud de l'Égypte, et des milliers d'années, 7500 avant notre ère, avant Stonehenge, entre 3000 et 1500 avant notre ère, et même les pyramides de Gizeh, entre 2589 et 2504 avant notre ère. En 1973, un guide bédouin, Eid Marif, est tombé sur un étrange groupe de grandes formations rocheuses en traversant le désert du Sahara. Il a conduit l'archéologue américain Fred Wendorf sur le site situé à environ 96 km du Nil. L'ami et collègue de Wendorf affirme que l'équipe a découvert les pierres en s'arrêtant pour une pause toilette dans le désert. De toute façon, ce qu'ils ont trouvé a changé l'histoire. Au début, Wendorf pensait que les structures en pierre étaient juste des formations naturelles. Mais ensuite, il eut une révélation. Cet endroit était autrefois un lac, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de roches naturelles ici. Il continua à revenir sur le site pendant des décennies, et au début des années 1990, son équipe découvrit finalement un cercle de pierres qui semblait s'aligner avec les étoiles d'une manière inexplicable. Après 7 longues années à essayer de percer le mystère du site, Wendorf contacta un expert en archéoastronomie. Ils étudient comment les anciens utilisaient les étoiles. Un soir, alors que l'expert était assis dans le sable frais du désert, regardant les pierres, il se rendit compte qu'elles formaient un motif irradiant à partir d'un immense tumulus funéraire. Une par une, au fur et à mesure qu'ils creusaient dans le sédiment, les mégalithes enterrés commençaient à s'aligner comme les rayons d'une roue. L'équipe avait déjà utilisé la datation au radiocarbone pour tester des échantillons provenant de foyers et de toitures en bois de tamaris trouvées à l'intérieur du cercle de pierres. Nabta Playa comptait des dizaines de pierres dressées, toutes hautes de quelques pieds.
Certaines d'entre elles s'alignaient exactement avec le lever du soleil lors de jours spéciaux, et d'autres correspondaient avec des étoiles brillantes dans le ciel. À l'intérieur du grand cercle, il y avait 6 pierres spéciales qui ont peut-être été utilisées pour des rituels ou pour marquer des moments importants de l'année. Autour d'elles, 29 pierres dressées pourraient avoir fonctionné comme un calendrier simple pour aider les gens à savoir quand il était temps pour quelque chose d'important, comme le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Lorsque le soleil se levait juste au bon endroit, c'était un signe que la saison des pluies approchait. Le cercle de pierre était autrefois aligné avec les étoiles les plus brillantes du ciel septentrional, Arcturus, Sirius et Alpha du Centaure. Certaines pierres pointaient même vers la constellation d'Orion. En suivant le mouvement d'Arcturus à travers le ciel, ils ont découvert qu'il correspondait parfaitement au cercle autour de 4800 avant notre ère. Cela signifie qu'il s'agit du plus ancien site astronomique jamais découvert, et les habitants de Nabta Playa observaient peut-être les étoiles des milliers d'années avant même l'invention des télescopes. Il semble que cela avait une énorme signification pour les personnes vivant et voyageant à travers le désert. Il y a plus de 1000 ans, la longue, froide et sèche ère glaciaire qui avait duré des dizaines de milliers d'années commençait enfin à s'estomper. L'Afrique du Nord a reçu des pluies et des moussons massives qui ont rempli les lacs saisonniers, Playa. Ainsi, certaines parties du désert se sont transformées en oasis éphémères. Pour les peuples nomades qui parcouraient dans cette terre inhospitalière, ces pluies estivales étaient tout. Leur mode de vie tout entier tournait autour du bétail. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau central à Nabta Playa, ils ont découvert des ossements de bovins et même un énorme rocher sculpté en forme de vache. Les personnes qui l'ont construit ont utilisé les étoiles pour se guider et trouver des points d'eau cachés comme Nabta Playa, qui contenait probablement de l'eau pendant environ 4 mois par an, à partir des moussons d'été. Mais il n'y avait pas d'étoiles polaires à l'époque. Ils se sont donc plutôt orientés en utilisant les étoiles brillantes et la façon dont le ciel semblait tourner en cercle au-dessus d'eux. Lorsque les lacs étaient au plein, les pierres debout étaient en partie submergées. Et depuis la rive ouest, vous pouviez voir le reflet des étoiles sur l'eau sombre. Nabta Playa est bien moins célèbre que Stonehenge, peut-être parce que ces pierres étaient enterrées, alors que le célèbre site en Angleterre était accessible aux visiteurs depuis des milliers d'années. Malheureusement, lorsque Nabta Playa est devenu célèbre, certains touristes ont endommagé des parties en déplaçant des pierres, ce qui a perturbé les alignements stellaires anciens. Pour le protéger, les autorités ont déplacé l'ensemble vers un musée, où les gens peuvent voir les pierres et la statue de vache sculptée sans les endommager. L'observatoire égyptien n'est pas la seule construction semblable à Stonehenge. Il existe des versions qui ont été utilisées à des fins différentes. De l'Allemagne, anneau de Pemelt, et la France, alignement de Karnak, aux États-Unis, Stonehenge d'Amérique dans le New Hampshire et aux Andes dans le nord du Pérou. Ce dernier est en fait l'une des plus anciennes grandes structures jamais construites dans cette région. La place circulaire est constituée de 2 immenses murs de pierre disposés en anneaux. Elle était probablement utilisée pour des cérémonies et des rassemblements. Les scientifiques ont effectué une datation au carbone et ont estimé son âge à environ 4750 ans, ce qui signifie qu'elle a été construite avant les grandes pyramides d'Égypte et Stonehenge. La place comportait 2 entrées et une couche spéciale d'argile, de terre, de gravier et de charbon de bois en dessous. Elle a été soigneusement planifiée et construite. Les archéologues ont également trouvé des pièces en céramique, des cristaux de quartz et des pierres précieuses sur le site, ce qui montre qu'il s'agissait certainement d'un lieu spécial. Des gens l'ont visité pendant des siècles, mais à un moment donné, vers 500-200 avant Jésus-Christ, il a été fermé, probablement en raison de l'évolution des croyances et des traditions. La découverte la plus récente, février 2025, est celle des vestiges d'un grand cercle de bois datant approximativement de la même époque et ayant des parallèles avec Stonehenge, tout en haut au Danemark. Cette structure en plein air faisait probablement partie d'une zone spéciale où les peuples préhistoriques du néolithique final et de l'âge du bronze ancien, de 1600 à 1600 avant l'ère commune, se rassemblaient pour des rituels et des cérémonies. Le cercle était composé de 45 gigantesques poteaux en bois, formant un énorme anneau d'environ 30 mètres de large. Le bois a disparu maintenant, mais les scientifiques pensent que de hauts bois se dressaient autrefois dans les trous et créaient une impressionnante henge de bois. Personne ne sait exactement à quoi ces cercles étaient utilisés, mais les archéologues
ont trouvé des ossements d'animaux et des restes de nourriture sur des sites similaires. Donc les gens se rassemblaient, probablement là pour des festins et des rituels. En 2024, des scientifiques ont découvert 2 cercles de pierres anciens datant de la période néolithique dans le parc national de Dartmoor, en Angleterre. Certains archéologues pensent qu'ils pourraient former un arc sacré. Beaucoup des structures de pierre de Dartmoor ont été construites en forme courbée sur les hauteurs au centre de la zone. Il y a longtemps, Dartmoor était couvert de forêts, donc les gens ont peut-être utilisé ces hauteurs comme repères importants. Un des nouveaux cercles découverts s'intègre à l'intérieur de cet arc, mais l'autre est à l'extérieur, au nord. Cela aurait pu être un point d'entrée dans l'arc. Il y a également une levée de terre près des pierres, qui ressemble à d'autres sites néolithiques célèbres, comme le cercle de Brodgar en Écosse et Stonehenge lui-même. Cela signifie que les personnes qui ont construit ces cercles ont peut-être visité Stonehenge ou en ont été inspirées. Des archéologues à Oman ont découvert d'anciens monuments en pierre appelés trilithes, qui ont reçu le surnom de Stonehenge arabe. Ils ont été achevés il y a environ 2000 ans. Mais personne ne sait avec certitude qui les a construits ni pourquoi. Les scientifiques ont également trouvé des haches en pierre extrêmement anciennes, âgées de 3000 à 1,3 million d'années, datant de l'époque où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Sur un autre site, Nafun, au centre d'Oman, des archéologues ont découvert une tombe néolithique datant d'environ 5000 à 4600 avant notre ère. Il y a 2 chambres contenant les ossements de dizaines de personnes sous une gigantesque structure mégalithique. À proximité, ils ont également découvert des gravures rupestres réalisées par des personnes qui ont vécu dans la région de 5000 avant notre ère à 1000 de notre ère. Et puis, il y a un autre sosie de Stonehenge, cette fois en Arabie Saoudite, qui a été utilisé comme complexe d'appartements il y a des milliers d'années. Des archéologues ont découvert un total de 345 cercles de pierre, en examinant des photos aériennes d'un champ de lave. Chaque cercle mesure entre 4 et 8 mètres de large et possède au moins une grande pierre dressée au centre. Ces structures conservent encore des vestiges de murs de pierre et de portes. Les cercles de pierre comme Stonehenge sont souvent associés à des cérémonies et des rituels. Mais les scientifiques disent que de nombreuses maisons anciennes étaient en réalité construites en forme ronde et que les maisons rectangulaires ne sont devenues courantes que bien plus tard dans l'histoire. Avez-vous déjà vu des balles de cricket âgées de 3 milliards d'années? Les sphères de Klerksdorp, découvertes dans des dépôts de pyrophilite en Afrique du Sud, ont secoué la communauté scientifique. Elles ressemblent en effet à de petites balles de cricket anciennes, avec des lignes similaires à des coutures autour du milieu. Dans les années 80, certains ont prétendu que ces sphères avaient été fabriquées par une civilisation antédiluvienne dont nous ignorions tout. Un conservateur de musée a même raconté qu'elles tournaient d'elles-mêmes dans leurs vitrines. Et une émission de télévision a également invité un voyant qui affirmait que ces sphères étaient les fragments d'un ancien vaisseau spatial. Mais selon les géologues, ces sphères sont en fait des concrétions assez courantes, ou des objets sphériques formés à partir de minéraux différents de ceux de la roche environnante. Ces lignes semblables à des coutures ne sont que les empreintes des couches de la roche d'origine accumulées au fil du temps. Les sphères de Klerksdorp présentent différentes formes, allant de sphères légèrement aplaties à des disques distincts. Concernant l'épisode où l'une de ces sphères aurait tourné d'elle-même, le conservateur du musée de Klerksdorp a également apporté une clarification. Il a expliqué que lorsqu'il avait placé l'une des sphères en vitrine lors de la visite d'un journaliste, cette dernière avait légèrement pivoté en raison de sa forme. De plus, la région où se trouve le musée subit fréquemment des secousses dues aux activités minières à proximité. Les empreintes de pas humanoïdes les plus anciennes pourraient dater de 6 millions d'années. Elles ont été découvertes sur l'île de Crète en 2002. Si cette datation est correcte, cela signifierait que les ancêtres des premiers humains auraient pu migrer entre l'Europe et l'Afrique beaucoup plus tôt que nous ne le pensions auparavant. Cela ne remet pas en cause l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, mais pourrait simplement prouver que nos ancêtres primitifs se déplaçaient déjà entre les continents. Certains chercheurs pensent que ces empreintes auraient été laissées par une créature bipède, possiblement liée à un ancêtre humain surnommé El Greco. D'après les scientifiques qui les ont étudiées, ces empreintes présentent une forme très similaire à celle de l'homme, avec 5 orteils et un gros orteil parallèle. Toutefois, certains demeurent sceptiques et suggèrent que ces empreintes appartiendraient plutôt à un singe européen tardif.
Une nouvelle étude a analysé des micro-organismes marins fossilisés dans les roches sédimentaires pour dater ces empreintes et confirmer qu'elles remontent effectivement à 6 millions d'années. La prochaine découverte fascinante qui captive les scientifiques est le pod de Dorchester. Ce récipient de métal, magnifiquement façonné, est orné de motifs géométriques élaborés en argent. Découvert à Dorchester, quelle surprise, en 1852, dans des circonstances plutôt inhabituelles, le pot s'est brisé en 2 morceaux lors d'une puissante explosion. Les scientifiques pensent qu'il était à l'origine encastré dans une roche ou un bloc connu sous le nom de poudingue. La roche d'où provient le pot de Dorchester date d'environ 500 millions d'années, ce qui pourrait indiquer que le pot lui-même est tout aussi ancien. Toutefois, la théorie actuelle, et bien moins excitante, suggère que le pot de Dorchester ne serait qu'un bougeoir de l'époque victorienne. Ces objets étaient très en vogue à l'époque. Il n'est donc guère surprenant de retrouver un article aussi sophistiqué de cette période. Le pot de Dorchester appartient à la catégorie des objets manufacturés incongrus. Ce sont des objets qui semblent bien trop avancés pour l'époque à laquelle ils sont censés appartenir. Si nous acceptons que le pot ait 500 millions d'années, cela signifie que son créateur était très en avance sur son temps en termes d'artisanat et de technologie. Un mystère supplémentaire est que le pot porte la gravure d'une plante probablement disparue de la Terre il y a plus de 100 000 ans, renforçant l'hypothèse de son incroyable ancienneté. Enfin, il semble que la plus ancienne carte d'Europe soit une pierre vieille de 4000 ans. Cette dalle de l'âge du bronze, découverte en France en 1900 dans un ancien cimetière, présente des gravures représentant en 3 dimensions le réseau du fleuve Odet, et ce avec une précision remarquable d'environ 80% sur une distance de 29 km. Il existe d'autres cartes gravées dans la pierre à travers le monde, mais celle-ci est unique, car elle représente une zone spécifique à l'échelle. Les gravures de la dalle ne cartographient pas seulement les rivières et les collines, mais aussi les peuplements, les tumulus et les systèmes agraires. Les archéologues affirment que cette dalle n'était pas utilisée pour se repérer, mais plutôt pour symboliser un certain pouvoir. Les marques détaillées qui s'y trouvent auraient pu servir à représenter le domaine de la tribu dominante afin d'illustrer son contrôle sur le territoire. Lorsque leur chef a perdu le pouvoir, cette dalle a probablement été réutilisée comme partie d'une chambre funéraire. Cet artefact unique était conservé dans la cave d'un musée et pendant des décennies, il est resté inaperçu jusqu'à ce que plusieurs chercheurs, en lisant d'anciens rapports à son sujet, décident de l'examiner. Ils ont mené une analyse détaillée en utilisant des techniques 3D. Leurs recherches ont ainsi prouvé que les créateurs de cette dalle avaient non seulement gravé des lignes dans la roche, mais aussi modifié sa surface pour refléter avec une grande précision la topographie du paysage. Le cube de Salzbourg, également connu sous le nom de fer de Wolfsegg, a été découvert à la fin du 19e siècle en Autriche. Ne vous laissez pas tromper par son nom, car il ne ressemble pas du tout à un cube. C'est plutôt un objet arrondi avec 2 côtés plats. Au milieu se trouve une rainure, et sa surface est couverte de fossettes et de cratères. Cette apparence unique a conduit beaucoup de monde à penser qu'il pourrait s'agir d'un objet extraterrestre. Des ouvriers ont accidentellement découvert cet artefact en faisant éclater une veine de charbon estimée à plus de 60 millions d'années. Le cube de Salzbourg a été déplacé entre différents musées, a mystérieusement disparu au début du XXe siècle, puis a finalement réapparu. Un professeur de l'université de Bonn a suggéré qu'il pourrait provenir d'une météorite. Cependant, aucune trace d'éléments normalement présents dans les météorites, comme le cobalt ou le nickel, n'a été trouvée. Les chercheurs ont ensuite pensé qu'il pouvait s'agir d'un objet fabriqué par l'homme, un bougeoir de l'époque victorienne, qui sait. Personne ne connaît la véritable histoire de ce cube, pas plus que son emplacement actuel. Et oui, il a de nouveau disparu. Avez-vous entendu parler de l'empreinte de Meister ? Il s'agit d'une empreinte de sandales fossilisées découverte en 1968 qui a suscité énormément d'intrigues. Un trilobite se trouve à l'intérieur de l'empreinte. Or, ces créatures sont censées avoir disparu environ 500 millions d'années avant l'apparition de l'homme. Cependant, de nombreux historiens pensent que cette datation est exagérée. Lorsque Meister a découvert le fossile, celui-ci a été authentifié. Toutefois, le scientifique qui a procédé à cette authentification n'a pas confirmé qu'il s'agissait d'une empreinte de sandales humaines. Il a seulement reconnu la présence d'un trilobite. Un autre scientifique, en visitant le site, a découvert une empreinte de 15 cm qu'il pensait être celle d'un mocassin d'enfant.
bien que ces chaussures aient semblé neuves. Alors, pourrait-il s'agir d'une trace de voyage temporel, d'un signe que les humains existaient des millions d'années plus tôt que nous ne le pensions, ou d'une preuve que quelqu'un d'autre a visité notre Terre primitive? Ou peut-être est-ce simplement une formation rocheuse qui ressemble à une trace de sandales? Toutes ces questions demeurent sans réponse. En juin 1936, un couple se promenait le long de Red Creek à London, au Texas, lorsqu'ils ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un morceau de bois émergeant d'une ancienne formation rocheuse. Environ 10 ans plus tard, leur fils curieux décida de briser la roche pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Il découvrit alors un marteau qui semblait étonnamment moderne. Par la suite, un passionné d'objets insolites estima que la roche enveloppant le marteau datait de la période du Crétacé. Cela signifierait que quelqu'un aurait laissé tomber un marteau du 19e siècle à une époque où des dinosaures comme le Triceratops étaient encore présents sur Terre. Si ce marteau datait réellement du Crétacé, cela remettrait en cause toute la théorie de l'évolution. Mais si ce marteau était moderne, cela signifierait que la formation rocheuse d'où il provenait était beaucoup plus récente que nous ne le pensions. La réponse était en réalité bien plus simple. Le marteau était effectivement moderne, et des processus géologiques l'avaient emprisonné dans la roche. Les minéraux peuvent se solidifier autour d'un objet en relativement peu de temps. Ainsi, ce marteau avait probablement été perdu par un mineur environ 1 siècle plus tôt, et la roche s'était formée autour de lui par la suite. Et non, ce n'était pas non plus un bougeoir de l'ère victorienne.